Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Géopresse, votre émission d'analyse et de décryptage de sujets liés à la gouvernance et à la gestion de l'État. J'ai donc le réel plaisir de vous retrouver encore ce soir pour vous présenter cette émission qui va s'intéresser essentiellement sur l'assainissement ou les développements de la ville de Kinshasa dans toutes ses dimensions, la sécurité, la mobilité, l'assainissement de la ville. Et puis, on va parler aussi de nouvelles mesures qui viennent d'être prises par le gouvernement de la République démocratique du Congo, dirigé par Madame Judith Suminwa. Ces mesures concernent l'exécution du budget d'investissement de grands projets du pays et puis la paye du secteur public. Voilà, donc les décors est planté. Je ne suis pas seul pour aborder ces sujets. Je reçois des journalistes, des habitués de Géopresse. J'ai à ma droite dans mon mat, journaliste politique au groupe de presse Géopolis Forum, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Monsieur Jojo, bonsoir à mon co-débatteur et également à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Merci, très heureux que vous soyez là sur ces plateaux. Alors, à ma gauche, c'est Monsieur Dieudonné Boinali, journaliste économique au groupe de presse Géopolis Forum. Bon, il a été déjà salué par Domomat, c'est à mon tour. Bonsoir Dieudonné Bonsoir Boinali. Jojo Moulamba, bonsoir Domomat, mon co-débatteur de ces derniers jours. Bonsoir aussi à tous nos téléspectateurs. D'accord, voilà, merci. Content que vous soyez là. Ensemble avec vous, on va parler de ces sujets annoncés au début de cette émission. Mais avant de commencer, voici la revue de presse. Nous allons lire quelques journaux qui ont paru ce vendredi 23 août 2024 à Kinshasa. On commence avec les nouvelles mesures du gouvernement de la République démocratique du Congo. Géopolis titre à sa une allègements fiscaux et paiement de fonctionnaires. Le gouvernement suminois annonce de nouvelles mesures. D'après l'auteur de l'article, le gouvernement va lancer le plus rapidement possible la campagne agricole pour ne pas rater la saison agricole qui démarre dans les semaines qui viennent. Pour financer le programme de développement local de 145 territoires, PDL 145T et la campagne agricole, le ministre des Finances a été chargé de prendre les dispositions nécessaires pour décaisser les montants requis par ces différents secteurs dans les délais convenus, a rapporté le ministre de l'économie Daniel Mukoko Samba. Autre point abordé, c'est la paye des agents publics et fonctionnaires de l'État. Le CCE, Comité de conjoncture économique, appelle le banc commercial impliqué dans la paie des agents publics et fonctionnaires de l'État à s'activer davantage pour conclure les opérations au cours de ces mois. Le C-Tri hebdomadaire poursuit en notant que la paye du secteur public qui a démarré le 12 août et qui doit se clôturer avant la fin du mois, le gouvernement tient à ce que la paie s'exécute dans le mois. Le gouvernement demande également aux institutions qui accompagnent la paie, le banc commercial, à s'activer afin que ces opérations soient conclues dans le mois sur l'ensemble du territoire, avait conclu le porte-parole de la réunion du comité de conjoncture économique, le professeur Daniel Mukoko Samba. Changeons de chapitre, cette fois-ci avec le nouvel observateur qui parle de la RDC et qui vit comme une jungle. D'après ces journaux, après la mise en place du gouvernement de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, quelques mesures intéressantes ont été prises dont la plupart visent le changement de mentalité des Congolais. Malheureusement, note le journal, et comme dans le passé, aucune de ces mesures n'est suivie de fait. La liste est longue, mais nous allons nous limiter à quelques cas pour stigmatiser le manque d'autorité de l'État dans notre pays, a noté ces journaux.
Un autre sujet, il s'agit là de, de la rentrée scolaire à quasiment une semaine de la rentrée de classe. Pas d'engouement pour les fournitures scolaires dans le marché de Kinshasa. C'est le titre des forums des As. Pour ces journaux de la 11e rue, à 10 jours de la rentrée de classe, prévue le 2 septembre en République démocratique du Congo, les étalages consacrés aux fournitures scolaires du marché central de Kinshasa n'attirent pas grand monde à longueur des journées, pas d'affluence non plus. Devant le rayon réservé aux objets classiques dans le magasin, poursuit ses quotidiens disséminés tout aux alentours de l'avenue du commerce dans la commune de Lagomé. Voilà, c'est la fin de la lecture de quelques journaux sélectionnés pour cette revue de presse. Nous allons à présent entrer dans le vif du sujet, mais avant de nous mettre, d'aborder le premier sujet, on va demander à la régie de nous balancer une vidéo qui va nous permettre ou qui va nous mettre le mot dans la bouche. Branle, les ouvriers mis à l'œuvre sur la rivière Mososo, la bataille contre les immondices qui se sont amoncelés sur les eaux s'annonce rude. Ces travaux de curage de cette rivière rentrent dans le cadre du projet Coup de poing lancé le jeudi dernier par le gouverneur Daniel Bumba. Le chef de l'exécutif provincial qui a inspecté ces travaux ce samedi a commencé par sa partie juxtant le boulevard Lumumba à la première rue, avant de descendre sur le pont Forgeron. Les constats sont presque identiques. Les déchets bloquent la circulation des eaux. Daniel Bumba appelle les Kinois à la conscience. Il y a cette Likolo à comprendre que vraiment la salubrité est cruciale. Alors, tout le but que pour un mot, ils ont remonté dans la décennie. Il va falloir définir politiquement sérieuse. Pour trouver la solution aux problèmes structurels, il faudra des solutions aussi structurelles. Donc, tout le monde a une activité ponctuelle. Il faut vendre en synergie pour que tout le monde ait contribué pour la salité. Parce que ça nous expose à la maladie, ça prend nos finances, ça bloque même notre économie. Après la première rue, le gouverneur de la ville de Kinshasa a pris la route pour Kintambo, sur l'avenue Oya, où s'effectuent les travaux d'évacuation des déchets dans une station pirate de décharge. Ici, après le constat, il a dévoilé la politique de la ville qui peut générer des recettes. Assainissement Oyo, ils ont un problème, mais surtout ça a une opportunité. Ils ont opportunité pour générer d'emplois et belé. L'autre lobby, on a mis un départ, un modèle qui part avec 6000 personnes. Pour surtout fidélisant bien et comme emploi stable. Alors, de ce fait, toujours bien, PME, ONG, où vous avez structuré et en ordre. On va faire des conventions dans la ville. Une semaine plus tôt, le gouverneur Bumba était en visite dans les centres de transfert des déchets de plusieurs milliers d'hectares, notamment en Passa dans la commune de Lantélé, où seront transférés les plus de 3 millions de tonnes d'immondices disséminées à travers la ville. Voilà, merci pour cet élément. Je pense que ça nous a mis un peu de l'eau dans la bouche. Dans mon matin, on vient de suivre le gouverneur Daniel Bumba qui a lancé l'opération Coup de poing. C'est dans le cadre de son projet Kin Ezobonga. Ezobonga, ce n'est pas seulement l'assainissement, mais c'est aussi d'autres secteurs importants de la vie de la capitale congolaise. Il y a la mobilité, il y a la sécurité et bien d'autres secteurs aussi. Mais déjà, quelle est l'impression que vous avez de voir c'est le démarrage de ces travaux? Voir les démarrages de travaux d'assainissement dans un premier temps que l'on est en train de constater sur certaines grandes artères de la ville de Kinshasa comme le boulevard du 30 juin, la route, le boulevard Congo-Japon, ex-poids lourd, cela redonne du sourire à tous les Kinois, aux Kinois que nous sommes. Ça fait plusieurs années depuis que nous vivons dans une ville insalubre, une ville qui pue,
qui dégagent des mauvaises odeurs et ce n'est que normal que aujourd'hui plus d'un Quinois soit dans la joie de voir que du moins des travaux d'assainissement ont commencé. Mais cela est loin des attentes de la population. Il faut penser en quoi c'est loin des attentes puisque les travaux ont commencé. Oui, en fait, Kinshasa... Les Quinois ont besoin de voir des travaux être exécutés. Kinshasa est confronté malheureusement à de nombreux défis. Les travaux d'assainissement, normalement, devraient peut-être se faire suivre ou se faire accompagner de travaux de construction ou reconstruction, par exemple des infrastructures, ou du moins d'embellissement, comme ici au centre-ville, et puisque nous avons parlé de la mobilité, aujourd'hui la mobilité de Quinois est énormément affectée à la suite de l'impraticabilité de nombreuses routes qui sont à Kinshasa. Il n'y a presque plus de routes à Kinshasa qui soient en bon état. Vous prenez Poilou, vous prenez Kabambaré et j'en passe, toutes les routes sont en mauvais état. Donc au-delà d'assainir, il faut également lancer des travaux de réhabilitation de ces routes-là. Cela devrait, si c'est fait, faciliter les déplacements. Mais il y a également un autre problème avec cet assainissement. C'est vrai que, comme on a pu le voir, on a fait appel au génie militaire, on a fait appel à des ONG, les jeunes sont payés 5 $ par jour, ce qui fait au moins, si vous travaillez pendant 6 jours, ça vous donne au moins 30 $. Pendant 4 semaines, ça vous fait 120 $. C'est déjà beaucoup que ce que toucherait, par exemple, d'autres compatriotes qui travaillent dans des magasins, des expatriés ici, qui sont venus s'enrichir. C'est déjà une très bonne chose, mais l'on remarque que il n'y a pas, la ville ne dispose pas, l'hôtel de ville ne dispose pas de matériel adéquat pour relever déjà les défis de l'assainissement en soi. On va rendre le boulevard... Quels sont les matériels qu'il faut? Regardez par exemple, les travaux ont été lancés le 9 août. On a commencé poids lourd. Mais les génies civils, depuis qu'on a commencé poids lourd le 9 août, ils sont encore au niveau, sur le tronçon compris, entre la gare centrale et l'Onatra. Pendant plus de 9 jours. Ils sont en train d'utiliser quoi? Des pelles, des bois de chantier. Et donc, normalement, il fallait qu'il y ait beaucoup plus d'outils que ça pour permettre à ce que les travaux soient un peu rapides, que les travaux soient faits en profondeur, etc. Il fallait déjà remarquer. C'est vrai que le travail s'est fait. Le travail d'évacuation de ce qui est tiré dans les caniveaux et tout. Mais regardez le temps que ça prend. On évacue aujourd'hui le sable des caniveaux, mais ça prend 1 semaine, 2 semaines pour qu'on vienne tout prendre. C'est vrai, c'est là, malheureusement, on doit le savoir, c'est coûteux. Selon certaines informations, si vous devrez recourir par exemple à des camions bennes pour des évacuations, ça peut vous coûter jusqu'à 100 000 $. Donc, on comprend. Il y a la volonté. On comprend la volonté, mais on sent en même temps qu'il y a un véritable problème en termes de financement. Des finances. Alors, Dieudonné Boinali, le gouverneur Bumba a lancé l'opération coup de poing. C'est déjà un bon signe. Il y a la volonté, mais un problème de financement. Bon, problème de financement, oui. Je vais ajouter, il y a un sérieux problème de logistique et aussi d'organisation. Comment comprendre que presque 10 jours après le lancement de l'opération d'assainissement de la ville-province de Kinshasa, dans le cadre du projet de société du chef de l'exécutif provincial Daniel Bumba, Kinshasa et Zobonga, que 9 jours après, on ne sent pas vraiment les changements. Nous circulons à Kinshasa, nous voyons que la ville est toujours sale. Nous dénonçons les rythmes avec lesquels tous ces travaux se font. Momat l'a dit, par exemple pour la commune de la Gombe,
les agents commis à cette tâche, ils sont encore entre la gare centrale et l'immeuble BCDC, pour ne pas dire Equity. Apparemment, ils ne sont pas encore dans d'autres communes. Hein. Si vous allez... Là, c'est seulement ici à Gombe. Je voulais arriver là-bas. Si vous allez à Limité, ils sont au niveau de l'hôpital HJ, en train de tirer sous les 3 ponts. Les ponts centrales et les 2 ponts de l'extrême sur les boulevards Lumumba. Et puis moi, je dénonce cette façon de faire. De la même manière, nous disons toujours Kinshasa n'est pas le Congo. Nous pouvons faire le parallélisme en disant que Gombe n'est pas Kinshasa. Moi, j'aurais aimé le gouverneur Daniel Bumba aller lancer cette opération. Par exemple, à Tchangou. Vous avez déjà vu l'état dans lequel se trouve le boulevard du 30 juin, dans son tronçon compris entre les ponts Matete les boulevards Lumumba. Et le boulevard Lumumba, voulais-je dire, dans son tronçon compris entre les ponts Matete jusqu'à Kingasa, Nasuka, Are Mikono. Mais les caniveaux là sont bouchés. Hein? Maintenant, il nous reste, je pense, une semaine pour les retours de la dame, la pluie, la saison des pluies. Je me demande où vont passer les eaux de pluie, les eaux des ménages pour cette partie-là de la capitale. J'aurais aimé voir le gouverneur Daniel Bumba à Pascal lancer cette opération à Pascal, soit les voir vers la Loue à Delvaux, parce qu'il y a une grande décharge là-bas. Mais il peut aller aussi à Sélémbao. Qui demain, il peut aller aussi à Sélémbao ou Angaba. Pourquoi tous les gouverneurs que nous élisons, quand ils doivent lancer les opérations, Kinbopeto, Kinshasa Zobonga, Kinbopeto version 1, version 2, version 3, c'est toujours Gombe. Ça a été fait à Bandal, je crois, à Bandal, Kinbopeto, ça a été fait vers la rivière, comme on vient de les suivre, vers la première rue au niveau des Limité. C'est pas que Gombe, mais bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous que tout se concentre au fait dans Gombe ou tout autour de Gombe. Tout autour de Gombe. Et cela démontre même, parfois... La limite de la politique, moi je vis en ça, la limite de la politique, la limite des moyens dont disposent les gouverneurs, parce qu'ils devaient lancer un signal fort que, Abandi Assainissement en Tchangou, précisément à Kimbanseke, il a sauté Gombe, il a sauté Limité. Les communes là, un PIP, les quartiers chics là, vous allez là... Peut-être que c'est là, peut-être que c'est là, malheureusement... Vous répondez directement aussi. On peut commencer ça à Kassavou au marché Gambela. Aussi, comme certains médias se sont posé la question, va-t-il surpasser son prédécesseur? Ou bien c'est le prédécesseur bis? J'étais justement en train de dire une phrase dans ce sens-là. Le fait, ce que disait tout à l'heure M. Bonali, qu'on ait commencé par Limité, qu'on ait commencé par la Gombe, ça traduit aussi quelque part, malheureusement, on les dit avec pincement au cœur, ça laisse entrevoir un certain échec. Je vais vous dire pourquoi. 50% des déchets qu'on retrouve à Kinshasa sont produits par des maisons, par des ménages. Et puis vous avez 20% de plastique. Et puis le reste, carton, etc. Et la plupart des gens, vous le savez bien, la plupart d'entre nous, nous ne vivons pas à la Gombe. Nous vivons dans les périphéries. Nous venons pour y travailler et nous rentrons. Donc nous ramenons avec nous. Normalement, les gouverneurs et tous ces services, même les agents de l'assainissement, devaient nous suivre dans nos quartiers d'habitation. Et donc pour c'est là où proviennent les saletés, les déchets. Et donc pour que l'opération puisse effectivement marquer les esprits, pour que l'on dise que nous ne sommes pas en train de travailler sur du superficiel, que nous sommes en train de travailler sur le fond, parce que le fond, c'est aussi les changements de mentalité. Le fond, c'est savoir punir. Je crois qu'on aurait commencé par des cités. Ou du moins, si je comprends bien, Kin et Zobonga, c'est peut-être Gombe, mais sinon, si c'est Kin et Zobonga, Kin entendu comme 9960 km², je crois qu'on aurait dû commencer effectivement à ces travaux d'assainissement partout dans la ville. Bien sûr, certains diront, mais monsieur Don, il y a toujours, on part toujours d'un endroit. C'est vrai, mais on a toujours fait ça à la Gombe. On a toujours fait ça à la Gombe. Ça ne sera pas la première fois. Et je crois que, comme on l'a dit tout à l'heure, à commencer à Makala, à Massina, aurait
aurait traduit donner une le autre fond. image. Oui. Ça va être la symbolique. Et puis, je me dis, on a mis quelque part la charrue avant le bœuf. Pourquoi? On devrait commencer par la vulgarisation des actions de communication, porte à porte, informer les Quinois que demain, il y aura une vaste opération d'assainissement de notre ville, de nos communes, de nos quartiers. Nous demandons la participation populaire. Donc, tout le monde, nous salissons la ville, nous tous. Nous devons l'embellir, la nettoyer, nous tous. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Parce que si on n'assainit pas les têtes des Quinoises et Quinois, vous mettez à dégager ce qu'ils jettent sur les principales artères et avenues. Donc, et surtout qu'il n'y a pas de sanctions. Donc, il faut s'attaquer aux causes et non il faut s'attaquer aux causes. Le gouverneur s'est attaqué aux conséquences. C'est pour cela que je vous dis, s'il avait commencé par des actions de communication, de vulgarisation, appeler des leaders d'opinion, des pasteurs, des chefs d'église, des musiciens, des footballeurs, des journalistes que nous sommes, vous leur parlez. Et puis la communication passe. Vous demandez à toutes les organisations, peu importe que ce soit les administrations publiques, les églises, les écoles, les hôpitaux, qu'ils aient des poubelles en interne. Il y aura des services de l'hôtel de ville qui vont commencer à passer pour faire les ramassages. Voilà, moi je pense que ça allait réussir. Mais ce qu'ils ont fait là, moi je trouve qu'on est parti pour ramasser ce que les Quinoises et les Quinois ont l'habitude de jeter sur la place publique sans demander leur participation. Parce que nous les Quinois, nous avons une mauvaise habitude. J'ai vu par exemple hier, il y a une maman sur la partie qui est déjà réhabilitée. La maman là vient avec ses cannes à sucre qu'elle vendait, des morceaux de canne à sucre et puis des patates douces. La maman là vend ça, elle sert les clients et puis elle prend les déchets, elle jette ça sur le boulevard. Moi je dis, ah maman, mais tu n'as pas vu qu'on a commencé à nettoyer les boulevards. Pourquoi ne pas disposer d'un sachet et tous les déchets là, même des pots de bananes après à la consommation. Il y a des poubelles qui sont à côté. Et puis il y avait une poubelle à côté d'elle à 3 mètres. La maman préférait jeter. Mais moi, je me dis, mais en tout cas, c'est l'éternel recommencement. Voilà pourquoi je vous dis, si on n'associe pas la population dans ces combats pour la salubrité publique, si on n'applique pas la sanction, si on n'associe pas les grandes organisations, que sont les églises. Vous avez déjà vu après la messe, aux alentours des églises, après les matchs de football, qu'est-ce qui se passe après les matchs de football? Allez regarder au stade de Mathieu après les matchs, à l'intérieur même comme à l'extérieur. Mais les gens jettent des bouteilles plastiques partout. D'accord, de Bonadon, tout à l'heure là, vous avez parlé aussi des infrastructures. C'est vrai, il faut assainir la ville. Mais lorsque la population ne sait pas aussi circuler normalement, puisqu'il se pose un problème de mobilité, la voiture est le seul moyen de transport à Kinshasa. Au côté de la moto. Au côté de la moto. D'ailleurs, la moto aujourd'hui, qui coûte d'ailleurs plus cher que la voiture aussi, puisque lorsqu'il faut quitter par exemple le boulevard jusqu'à Lemba, boulevard du 30 juin jusqu'à Lemba Terminus, vous payerez plus que ce que vous pouvez payer pour une voiture. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est aussi le vrai problème par lequel il faut commencer, ou bien il faut commencer seulement par l'assainissement de routes? On a dit qu'il faut réhabiliter les routes existantes déjà, c'est déjà un premier pas. Il y a des projets de routes qui devraient être réhabilités qui ne le sont pas. Il faut un peu mettre un coup d'accélérateur sur ces projets-là, le sortir de placard pour le réactiver. C'est déjà aussi ça le cas. Et à long terme, on a toujours dit et redit, on doit apprendre à construire Kinshasa ailleurs, à construire Kinshasa à Maluku. C'est aussi... Et ça, c'est avec le gouvernement provincial ou bien... Ça, oui, en fait, dans tout ce que nous sommes en train de faire, on l'avait dit l'autre fois, le gouvernement provincial ne peut rien sans le gouvernement central. Il faut un appui du gouvernement central pour aider l'hôtel de ville à mettre en œuvre ses politiques. Sans cela, c'est impossible. Et donc,
il faudra repenser à ça, mais on l'a dit et redit, il faudra repenser à instaurer le train comme un des principaux moyens des transports. Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours dit et qui n'arrive pas. Il faudra penser à la création de routes déjà secondaires. Plus de 20 millions d'habitants. Oui, il faudra penser à la création de routes 4 fois la population du Congo-Brazzaville. Les routes secondaires, on en a presque pas. Bien entendu, depuis un certain temps. Est-ce qu'il ne pouvait pas lancer, avec le gouvernement central, lancer les travaux de réhabilitation de l'avenue Kassaï, l'avenue Bokassa, l'avenue Kassavubu pour accéder au centre-ville? Nous n'avons jusque-là 24 l'avenue de la démocratie, ex-avenue de Willery, et puis l'avenue de Congo-Japon, ex-poids lourd. Peut-être qu'il faudra lui donner un peu de temps, puisque ce sont des travaux qui nécessitent énormément de moyens. Il faut une planification. Je crois que c'est à ça que ça donne ces différents ministres et lui-même le gouverneur et même le gouvernement national, puisqu'il y a des routes qui relèvent du gouvernement national et du gouvernement provincial. Je crois que en gouvernant responsable, je crois qu'il s'attelle à régler ces situations, mais il faudrait aussi quand même de notre part leur donner un peu de temps. C'est un nouveau gouvernement. On ne va pas se lancer comme ça, dépenser, faire sortir beaucoup d'argent. D'abord, il faut savoir où les chercher pour financer. Et ça, ce sont des choses qui doivent se mettre en place calmement avant de s'attaquer aux grands problèmes. Voyons voir si dans un mois, il n'y a toujours pas des travaux de réhabilitation déjà de routes qui ne sont pas lancés. S'il n'y a pas de nouvelles constructions, en ce moment-là, on peut commencer à se faire davantage de soucis par rapport à nos autorités. Et Dieudonné Boanali, il n'y a pas que les infrastructures, il n'y a pas que la mobilité, mais il y a aussi la sécurité. Oui, la sécurité, mais permettez-moi de glisser un mot par rapport à ce que Momat a dit. En ce qui concerne les transports à Kinshasa, les miroirs de la République, en tout cas, permettez-moi les mots, nous sommes rentrés vraiment à l'époque de la pierre taillée. Parce que quand on parle des transports, il y a l'infrastructure et puis il y a la superstructure. Quand je parle de l'infrastructure, je vois les routes. Les routes, je vois les transports multimodaux, c'est-à-dire je vois les trains, métro, je vois à travers la voirie urbaine des bus nombreux, plus de 5000, je vois des taxis appartenant à la ville et des motos appartenant à la ville. Pas les motards et les motos que nous prenons là, qui roulent à tous les sens inverses avec leur méthode de travail sans éthique et déontologie. Et puis, je vois les transports fluviaux. Nous avons un fleuve ici à côté. On nous avait promis des navettes depuis l'époque de Kabila. En 2006, nous sommes en 2024, 18 ans après. On peut faire le transport aussi sur le fleuve là. Voilà, on peut faire aussi les transports sur les fleuves. Donc, l'infrastructure, Maluku, Kinkole peuvent aussi. L'infrastructure, ce sont les infrastructures des bases, les routes, les trains, tout ce qui y est accompagné. Vous avez maintenant la superstructure. C'est bien beau de construire des routes, mais est-ce que nous, les Congolais, surtout nos entreprises de construction et les services techniques des différents ministères compétents, est-ce que nous investissons dans l'entretien et l'assainissement? Si nos routes ne durent pas longtemps, il y a d'un côté des entreprises qui construisent ces routes, on connaît comment ils ont obtenu ces marchés, et des routes que les Kinois appellent des routes à usage unique. On construit une route en janvier et au mois de juin, on doit y revenir encore pour la réhabiliter, la moderniser. Il y a même des routes, vous vous souvenez, on en a parlé lors de la dernière émission, qui sont devenues comme des véritables tonneaux de Danaïdes. C'est-à-dire, chaque exercice budgétaire, l'État congolais, que ce soit au niveau central, que ce soit au niveau provincial, on doit toujours débourser de l'argent pour réhabiliter poids lourd, pour réhabiliter l'avenir de l'université, pour réhabiliter l'avenir Kassai. Je me demande, mais il n'y a pas une entreprise qui peut mettre une fois pour toutes fin à ces problèmes, comme on a fait avec l'avenir du commerce à Kinshasa. On a bétonné et puis le problème est terminé. Et je reviens maintenant sur la sécurité.
nous vivons dans une ville où il y a 12 millions d'âmes, selon les statistiques officielles, Institut national de la statistique, les projections du programme des Nations unies pour le développement. Il y a même certains experts disent que non, ces chiffres sont minorés, il n'y a pas moins de 12 millions de personnes à Kinshasa au regard des embouteillages et des véhicules et des humains sur les principales artères de Kinshasa. Les gens commencent à se demander, c'est monde fou qu'on voit à Rond-Point Ngaba, on voit à Lipen, on voit à Victoire, on voit à la place Pascal, et Bandal Mollard, et je me limite là-bas. Est-ce que nous sommes encore 12 millions d'âmes? Ne sommes-nous pas arrivés à 20 millions déjà, comme nous sommes dans un pays où, depuis 1980, on n'a jamais fait de recensement. Donc personne ne connaît le nombre exact des Quinois et des Congolais sur toute l'étendue du territoire national. Ça pose un sérieux problème d'organisation de notre capitale. Et pourtant, elle devait être le miroir de la République, le miroir de toutes les villes du pays. Déjà, nous ne connaissons pas le nombre exact dont nous sommes à Kinshasa. Maintenant, posons les standards, les ratios. Certains théoriciens du développement disent que non, pour certaines grandes villes à fort taux démographique, il faut par exemple un policier pour 50 personnes. D'autres disent, bon, il faut un policier pour 100 personnes. Faites les ratios, le nombre de policiers que nous avons à Kinshasa, affectés pour la ville de Kinshasa, et le nombre d'habitants que nous avons à Kinshasa. Vous allez trouver qu'il y a un sérieux problème en nombre. Il y a moins de policiers. Même les policiers que nous avons, leur positionnement géographique n'est pas bon. Vous allez voir dans certains coins de la capitale, on vous dit, bon, ces quartiers ici, surtout que nous avons des quartiers. Moi, je connais des nouveaux quartiers à Kinshasa où il n'y a pas de policiers. Allez à Kimwenza Gare là-bas, Njili Kilambo à l'intérieur là-bas. Dieu merci, heureusement, nous avons l'armée qui garde les frontières de la capitale. Je connais des endroits où il n'y a pas de policiers. C'est moi ici à Kinshasa. Comment vous demandez, par exemple, à l'intérieur du pays, les gens font des appels, lancent des OSS pour qu'ils soient sécurisés. On a un sérieux problème. On doit recruter un nouvel personnel policier, les former, les affecter sur toute l'étendue du territoire national. Ça, c'est le premier problème qui relève de notre sécurité, des personnes et de leurs biens. Vous avez un autre problème, nos sous-commissariats, nos cachots là. Les prisons. S'il vous plaît, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur a visité, mais les constats étaient amers. Le ministre de la Justice a visité les prisons. Le vice-ministre de l'Intérieur a visité les prisons. Le vice-premier ministre, quel a été le constat? Ces prisons ont été construites pour telle capacité donnée. Mais il y a une surpopulation carcérale. Ça demande la construction de nouvelles maisons carcérales, de nouvelles prisons. Même les amis Gola, les sous-siates que nous avons dans les sous-commissariats, ils sont petits. Ça ne peut pas contenir tout le monde. Ils ont des problèmes logistiques, il n'y a même pas de papier pour écrire. Déjà, les commandants, par exemple, de ma commune, si aujourd'hui il y a trouble dans la commune, s'il fait seulement arrêter 20 personnes, il va les mettre où? Déjà, dans les petits amis Gola, dans les conteneurs, ça ne peut même pas contenir 5 à 6 personnes. Maintenant, si aujourd'hui il y a, par exemple, des troubles, pour des raisons d'enquête, on dit, bon, on doit arrêter au moins 20 personnes. On les voit à Paris, 100 personnes ont été arrêtées. 200 personnes ont été arrêtées. Supposons que ça arrive pour une commune donnée dans la ville d'Kinshasa. Vous allez mettre toutes ces personnes là-haut. C'est pour cela que vous voyez, il y a des moments où on les relâche. Et puis les gens disent non, qu'ils tirent de l'impunité. Mais on va les mettre où? Nous reprochons souvent nos policiers qui ne font pas bien le travail, mais est-ce que nous, en tant que l'État, en tant que population, parce que l'État c'est vous et moi, est-ce que nous donnons suffisamment de moyens à ces services-là, voilà, pour nous assurer la sécurité? Je pense qu'on doit tenir compte des conditions de vie et de travail, leur donner des matériels de travail, encore qu'eux aussi, ils doivent les gérer en bon père de famille, parce qu'il y a une différence quand vous regardez comment l'armée gère ces matériels roulants et vous regardez la gestion de la police, c'est le jour et la nuit. Il faut qu'on les forme aussi
dans la bonne gestion des matériels qui sont affectés pour les permettre à faire un bon travail. L'autre problème, il y a aussi, nous, la population, nous ne dénonçons pas. Il y a des gens qui savent que là, il y a des criminels, ils habitent tels endroits. Les gens qui font des enlèvements, ils habitent dans telle parcelle, telle commune. Les gens ne dénoncent pas. Par rapport à ça, il y a un problème. Lorsque vous dénoncez, le cas par exemple, soyons concrets, lorsque vous allez... vous voulez parler de la protection des témoins. Il y a aussi un problème de la protection des témoins. Lorsque vous allez dénoncer, mais demain, on saccage votre maison. Et c'est vraiment... La maison de sécurité des témoins. C'est vraiment bizarre que l'on soit confronté au même problème sans en trouver une solution. Ça fait des années que les gens, par exemple dans les quartiers, ont peur de dénoncer le Koulouna. Et le policier, l'État, savent que c'est parce qu'ils ont peur qu'ils soient après, qu'ils puissent subir après la vengeance de ces Koulouna. Pourquoi on ne fait pas évoluer le loi? Pourquoi on ne fait pas évoluer les choses? C'est vraiment... je n'arrive pas à comprendre que nous soyons dans un pays où les gens ne savent pas apporter des solutions par rapport aux problèmes qui se posent. Et c'est ce qui permet justement au phénomène Koulouna de ne pas disparaître. Oui, de continuer à prendre de la place. On parle de l'insécurité, excusez-moi, M. Jojo. Où en sommes-nous avec l'opération Panthère Noire? Panthère Noire, c'est classé dans les oubliettes. On a arrêté une centaine de personnes et puis après, silence de mort. Pourtant, le phénomène Koulouna continue dans nos quartiers. Il y a peut-être eu un peu d'accalmie, mais ça n'a pas fait disparaître le phénomène Koulouna. Vous m'avez rejoint quand j'ai dit des moyens. On met trop la pression à la police. Il faut traquer les Koulouna. Il faut traquer les bandits des grands chemins. Mais est-ce que nous leur donnons les moyens suffisants? D'accord. Il y a aussi une petite chose que je voudrais ajouter. Nous allons passer au... On ne peut pas aller on va toujours déplorer attraper les bandits à Meni, on n'est pas véhiculé. L'effectif des policiers, c'est vrai, ça ne résoudrait pas le problème, mais on doit aussi se le dire. Vous avez des ministres, des autorités administratives ici qui sont escortés par 2-3 jeeps de policiers. Que font ces policiers là-bas? Que font ces militaires là-bas? Alors que dans nos cités, vous allez dans un commissariat parfois pour porter plainte, on vous dit que il y a 2 policiers qui sont en déplacement. Il faut attendre. Ou bien revenez après demain parce qu'il n'y a pas de gens. Donc, nous voyons que les voitures de police ne circulent qu'ici, mais pas dans le quartier. Vous trouvez dans un quartier, il n'y a même pas une voiture de police. Seulement 2 ou 3 policiers, mais vous regardez sur les boulevards. Ils n'ont même pas de voiture. Il y a seulement une autorité, une seule personne. Lui-même, elle-même, se promène avec 12 policiers. Donc, je me demande, une personne, 12 policiers. Je crois qu'il faudrait aussi réduire l'effectif des policiers affectés aux différentes personnalités. Oui. 2-3 policiers, je crois que ça suffit. La population est plus nombreuse et bien qu'eux aussi font partie de la population, mais nous en avons besoin dans nos quartiers. Il faudrait, le ministre l'a dit, et ça ne doit pas rester des vaines paroles. Il faudrait renforcer l'effectif de la police. Il faudrait surtout avoir des policiers formés. Parce que parfois dans notre police... Qui savent aussi aborder la population, qui savent aussi aborder... Parfois, on a eu à prendre n'importe qui dans la police. Il faut aussi des numéros verts. Il faut même former. Et justement, des patrouilles nocturnes aussi. Qui savent parler à la population. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas à investir là-dedans. Excusez-moi. Vous avez aujourd'hui, ici, c'est à peu près 8 numéros de la police pour chaque commune. Mais, bon sang, si vous êtes attaqué, vous aurez le temps de composer un numéro à 10 chiffres. Mais, s'il vous plaît, nos dirigeants doivent être sérieux à un certain moment. Donnez de l'argent, investissez dans un numéro vert pour que la police... je suis attaqué. D'accord, merci. Le numéro de la police, 100 km. Je tape 333. Quelqu'un en danger, la police vient. Ne me donnez pas un numéro à 10 chiffres pour que je commence à... Un numéro à 10 chiffres qui est en danger. Et je dois chercher dans ma commune, limitée. Voilà, c'est ça. Et en écrivant les yeux, c'est la nuit, tu prends le 1 de Lemba. Et parfois, les réseaux ne passent pas. Merci Dieudonné, merci Don Momat. On va passer au deuxième sujet. Là, ça concerne les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement minois. On va suivre la réunion du comité des conjonctures, une réunion
à l'issue de laquelle ces mesures ont été annoncées. Suivons et puis on s'arrête juste après. C'était pour venir demander l'accompagnement de l'armée dans les opérations que nous allons mener sur la ville de Kinshasa. Vous comprenez que Kinshasa aujourd'hui est dans le chaos. C'est un chaos total, nous vivons une situation effroyable. Alors nous pensons que l'accompagnement de l'armée est nécessaire à ce stade. Nous savons tous que dans les grandes missions de l'armée, en temps de paix, il a la main-d'œuvre adéquate pour pouvoir nous accompagner dans les réalisations de certaines choses attendues. Tractopelle en branle, les ouvriers mis à l'œuvre sur la rivière Mososo, la bataille contre les immondices. Excusez-nous pour ces désagréments. Je pense que la régie peut être prête maintenant pour balancer la vraie vidéo. Cette réunion a examiné 3 points essentiels. Il s'agit de mesures pour soutenir les opérateurs économiques dans les régions en proie à la guerre et à l'instabilité, l'exécution du budget d'investissement pour le restant de l'année, ainsi que la paix du secteur public. Pour ce qui est des allègements fiscaux, le comité de conjoncture économique a annoncé que le gouvernement prépare de nouvelles mesures. Le ministre des Finances a restitué au comité les conclusions de la commission tarifaire qui s'est réunie à la demande de son Excellence Madame la Première ministre, et cela pour mettre en pratique une instruction du Président de la République qui a voulu que le gouvernement apporte certains allègements et d'autres facilités en faveur des opérateurs économiques, mais aussi des populations dans cette partie du pays. S'agissant de l'exécution du budget d'investissement, le gouvernement va débuter avec le décaissement de fonds pour financer le programme de développement local de 145 territoires et la campagne agricole qui sera bientôt lancée par le gouvernement de la République. Le comité de conjoncture économique a identifié les programmes prioritaires qui devraient bénéficier de décaissement dans les meilleurs délais possibles. Il s'agit plus particulièrement du programme PEDEL 145 territoires, du programme de développement rural qui touche bien sûr aux routes de desserte agricole, à l'hydraulique rurale et à d'autres activités qui sont nécessaires pour la promotion de la production agricole dans les milieux ruraux. Les paiements des salaires des agents publics et fonctionnaires de l'État connaissent une régularité au cours de ces mois d'août. Le gouvernement a pris des mesures patriotiques pour tous les fonctionnaires de recevoir leur salaire avant les 28e jours de chaque mois. Avant la fin du mois, le gouvernement tient à ce que la paye s'exécute dans le mois. Et le gouvernement, bien sûr, demande également aux institutions qui accompagnent la paye, les banques commerciales, pour qu'elles s'activent aussi afin que ces opérations soient conclues dans le mois sur l'ensemble du territoire. Et cette régularité de la paye est une étape cruciale dans la gestion des finances publiques. Voilà, merci à la régie pour cet élément qui nous parlait de nouvelles mesures annoncées par le gouvernement suminois. Il y a l'annonce de l'exécution du budget d'investissement dans le cadre de grands projets de développement. On a parlé du programme de développement local de 145 territoires, un programme initié par le président de la République Félix Tshisekedi. Ça a commencé avec le gouvernement Jean-Michel Samaloukonde. Il y a eu de grandes réalisations déjà, bien que certains travaux restent encore à réaliser. Mais les projets vont continuer. Nous venons de suivre là le vice-premier ministre et ministre de l'économie qui était d'office porte-parole du comité de conjoncture économique. Et Dieudonné Boinali, vous avez suivi le professeur, c'est déjà une bonne nouvelle pour le gouvernement puisqu'il faut répondre aux attentes de la population. Oui, c'est déjà une bonne nouvelle. Pourvu que ça dure, cette façon de prendre des batteries, des mesures pour améliorer le vécu quotidien de la population congolaise que nous sommes. Ça fait longtemps que les agents et fonctionnaires de l'État ont perçu leur salaire aux dates indiquées et telles que voulues par les autorités compétentes, c'est-à-dire
les ministères du budget, les ministères des finances, vous avez la première ministre et le président de la République. Certains ministères voyaient leur salaire sauter des mois. Au lieu de recevoir régulièrement chaque mois votre salaire, on paye certains ministères. Il y a certains ministères qui étaient maintenant privilégiés. On payait plus l'armée et la police, c'est-à-dire l'intérieur, la défense. Et bon, parce qu'ils doivent assurer la sécurité de tout le monde. On doit les mettre à l'abri. Pour éviter la mutinerie. Non, pas la mutinerie. On doit les mettre à l'abri des besoins sociaux. Ce sont aussi des pères de famille. On comprend, mais ils ne sont pas les seuls. On paye aussi un peu les agents du secteur de la santé. Pas la route, hein? Les agents du secteur de la santé, parce que la grève des médecins fait très mal. Hein? On paye aussi les enseignants. Il y a vraiment ces 4 ministères seulement qui étaient privilégiés. Donc vous avez l'intérieur, la défense, la santé et l'enseignement primaire et secondaire. Les autres ministères, il fallait attendre 15 jours, voire même 30 jours après. Dieu merci, le gouvernement a pris ces problèmes-là à bras le corps. On a commencé à servir à payer tout le monde presque au même moment, bien qu'il y a des écarts de 2 et 3 jours. Maintenant, le problème se posait à quel niveau? Vous voyez, quand on paye tout le monde, l'État, c'est le plus grand employeur. L'État lui-même a plus d'1 million d'agents. Déjà, quand vous allez payer vos agents à la fin du mois vers les 30, les privés aussi payent aux mêmes dates-là. Vous avez une grande quantité, là je parle avec un journaliste économique, hein, vous avez une quantité de la masse salariale qui est déversée sur les marchés. Conséquence, une grande quantité de la masse monétaire. Bon, il y a aussi des gens qui sont des nantis, ils sont bien organisés, ils ont 2, 3, 4 salaires de gauche à droite. Vous lui payez comme ça son argent, il ne sait pas de quoi s'en servir. Il va chez l'échangeur, petit, son belanga dollar. C'est comme ça que nous-mêmes, nous occasionnons aussi la perte de la valeur de notre monnaie nationale, le CDF, les francs congolais. Comme l'État a décidé à partir du 15, on doit commencer à payer les agents fonctionnaires. C'est-à-dire, moi, l'État, je paye mes agents. Je me déconnecte du mouvement général, et moi, l'État, et tous les démembrements, y compris le secteur privé, nous tous nous payons au même moment. C'est déjà un bon signe. L'autre problème, j'ai vu, le gouvernement a décidé de faire de la lutte contre la vie chère l'un de ses chevaux de bataille. C'est bien, on a convoqué les importateurs, parce qu'à la Fédération des entreprises du Congo, il y a des grandes commissions là-bas, hein, qui sont très puissantes. Si le gouvernement ne les gère pas bien, en tout cas, il n'y aura pas de changement. Vous avez d'abord l'industrie minière, les grandes entreprises minières là, dont certaines ne rapatient pas les 40% des recettes minières comme voulu par la loi. Vous allez chez les importateurs des produits de première nécessité. Quand le gouvernement prend des mesures pour la baisse des biens sur les marchés, le gouvernement se dit, bon, moi-même, je vais serrer la ceinture. Je vais éliminer certaines taxes, certains impôts, je vais perdre. Mais avec comme corollaire la baisse des biens, des produits sur les marchés. Mais vous allez voir, malgré toutes ces batteries de mesures-là, il y a certains importateurs qui font la sourde oreille. Mais on vous a enlevé tel impôt, telle dépense. Mais le prix de revient de ces mêmes biens-là est resté le même. Pendant cette période-là de grâce fiscale, le prix est resté le même. Comment maintenant demander à nos pauvres mamans qui vendent des inspecteurs économiques qui doivent entrer... On a parlé du nombre de policiers ici, non? C'est le cas aussi pour les inspecteurs économiques. C'est le même cas aussi au ministère de l'économie. Le ministère de l'économie a combien d'inspecteurs des affaires économiques que vous et moi, nous voyons sur le terrain? Ils viennent contrôler l'exigence légale d'affichage des prix dans les boutiques, dans les marchés, pharmacies, supermarchés. Il n'y a que les supermarchés où on affiche les prix. Même dans les transports en commun, c'est une exigence légale. Dans ton taxi, là, tu dois avoir un compteur. À défaut, tu affiches le prix de l'itinéraire. Qui affiche? Vous êtes monté aussi dans un taxi. Qui a vu le prix affiché dans un taxi? Ou bien dans un taxi-bus?
Même dans les bus Transco, qui a vu les prix affichés? Personne. Donc, c'est le même problème que nous retrouvons au ministère de l'Intérieur, l'insuffisance du personnel policier. C'est le même problème à l'économie, l'insuffisance des inspecteurs des affaires économiques. Je termine en disant, il n'y a pas seulement les importateurs, les Libanais, les Indiens et les autres Congolais qui sont dans ce secteur d'achat et de vente des biens de grande consommation. Il y a aussi la production locale. Moi, je pense, comme il n'y a pas moyen que le gouvernement puisse réunir tous les producteurs locaux sur toute l'étendue du territoire national, les amener à Kinshasa pour leur demander, vous aussi, bon, il y a ça qui a Makala, il y a ça qui a Foufou. Mais il y a un moyen de leur faire un clin d'œil, en leur donnant quand même quelques facilités fiscales, pour qu'eux-mêmes automatiquement, là où ils se trouvent, se disent non, nous devons accompagner ce gouvernement soumis. Nous devons accompagner ce facteur. Je termine. Non, je vous reviens, donner bon avis. Il y a des barrières, non? Multiplicité de barrières. Il y a l'investissement dans le projet PDL, il y a aussi l'annonce de la campagne agricole. Les gouvernements veulent aussi investir dans l'agriculture, donner plus de moyens aussi dans ces secteurs-là, puisque sans l'agriculture, difficile de parler aussi de l'économie, de résoudre aussi le problème de la faim. Alors, très rapidement, je vais revenir sur ce que M. Bonal a dit et puis je vais répondre à votre question. Premièrement, à propos du salaire, on le sait tous, c'est un droit pour chaque travailleur de recevoir son salaire et ce n'est que normal que le gouvernement ait décidé de maintenir une date fixe à laquelle ces agents seront payés. C'est une très bonne nouvelle, à condition que l'État commence aussi par apurer les arriérés, puisque même les régies financières qui nous produisent chaque trimestre des performances, la DGI, la DGRAD, lorsque vous y allez, les agents accusent des arriérés des salaires. Donc, l'État devrait aussi penser J'ajoute aussi qu'ils ne perçoivent pas leur rétrocommission parce que les ministères des Finances promet à ces trois régies financières, je voulais dire à leur argent, lorsque vous atteignez les assignations budgétaires et vous les dépassez, vous avez droit à des primes. Mais on a vu avec le ministre des Finances... C'est quelque chose qui est établi comme tel, malheureusement. C'est établi, ce n'est même pas une promesse, c'est coulé dans depuis un certain noir temps, sur blanc. Depuis un certain temps, les gens qui font entrer des recettes, les agents de l'État, au travers la DG et d'autres régies financières, malheureusement, ils ne touchent plus à cette rétrocession-là. Je crois qu'on doit également veiller à ça. Le programme 145 territoires, je crois que ça a été une bonne expérience dans l'ensemble. C'est ce qui a poussé à ce qu'on puisse reconduire cela. Aujourd'hui, lorsque vous allez même dans certains coins où cela a bien marché, vous retrouvez quand même des villages dotés, des écoles modernes, des hôpitaux modernes. Je crois que cela a suscité dans les chefs de nos gouvernants le souci de pouvoir reproduire ces programmes-là. Il reste maintenant le route, puisque dans le cadre de ces projets, on a parlé aussi il y a aussi la reconstruction des routes qui est prévue. Ça aussi, je pense qu'il faut que le gouvernement accélère. Oui, et si on est sérieux dans ce que nous faisons, s'il n'y a pas de détournement, si l'argent est affecté comme il se doit, je crois que c'est ce qu'on appelle justement le développement à la base. Alors, l'État a annoncé certaines mesures, notamment la suppression de certaines taxes pour alléger les charges des importateurs. C'est là pour permettre à ce que les citoyens moyens puissent avoir la capacité ou pour renforcer sa capacité, son pouvoir d'achat. C'est une très bonne chose dans ce sens que j'ai noté que cela peut avoir cet bénéfice. Okay? Ça peut permettre premièrement de réduire le prix des biens de première nécessité. Le fait qu'on ait enlevé certaines taxes sur les importations, c'est une première chose. Ça va améliorer le pouvoir d'achat, on l'a dit. Ça peut stimuler la consommation, puisque lorsque les choses sont moins chères, les gens facilement peuvent consommer. Les gens peuvent consommer, effectivement. Ça peut lutter contre l'inflation. Ça peut amener à l'allègement de la charge financière pour les familles.
les familles qui ont, généralement les familles congolaises sont des familles nombreuses. Et parfois, vous vous souvenez encore de cette chanson-là, un Thompson, on doit partager 3, 4, 5 morceaux. Oui, je crois que puisque le poisson, justement, est concerné par ces allègements fiscaux. Produits de première nécessité. Et donc, on peut espérer que chaque famille chaque famille pourrait manger un Saint-Charles par personne. Ça peut inciter à la compétition. Ça peut également, ce qui est visé par le gouvernement, augmenter le bien-être. Mais attention, ces mesures-là peuvent avoir des effets inverses. Premièrement, on va en quelque sorte impacter négativement les producteurs locaux. Déjà, vous le savez très bien, nos produits locaux coûtent plus cher que le produit importé. Et dès lors que les importateurs ont encore des allègements, donc ils peuvent encore vendre à moins cher, ça peut faire en sorte que nous détournons des produits locaux. Par exemple, du poulet en sachet qui coûterait moins cher qu'un poulet élevé, par exemple, dans une ferme à Kinshasa ou bien dans la périphérie. Et à la longue, on peut créer une certaine dépendance totale pour les produits importés, ce qui va nous mettre dans des mauvais draps. Et cela peut impacter les recettes fiscales. Parce que ça va diminuer tout naturellement. On a même suivi le ministre Mukoko Samba qui a dit, bon, nous on a choisi de perdre. Mais attention, tout à l'heure on a dit, le gouvernement de Kinshasa a besoin des routes, il faut de l'argent. Donc l'État a le besoin d'investir dans les routes, dans le programme 145 territoires. On a besoin d'investir dans l'éducation, dans la santé. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Mais c'est dans les recettes fiscales qu'il faut. Oui, alors que les recettes fiscales vont diminuer. Cela va entraîner quoi? Pas totalement. Pourquoi? Vous avez dit là, ça va augmenter la consommation parmi les avantages. Je voulais vous rappeler que lorsque la consommation augmente, n'oubliez pas qu'il y a des taxes, des impôts aussi sur la consommation. Vous avez par exemple la fameuse taxe sur la valeur ajoutée. Plus nous allons consommer, plus nous allons payer toutes ces... Mais c'est pas sur tous les produits, ces taxes-là. Non, ce n'est pas sur tous les produits. Nous allons payer cette fiscalité-là sur la consommation indirectement sans le savoir. Donc vous consommez plus maintenant. Parce que l'État peut récupérer. Voilà, l'État va récupérer, mais prend au prorata des pertes. Mais en tout cas, j'ai fait des recherches là-dessus. La plupart, un certain nombre d'analystes économiques soutiennent le fait aussi que cela va diminuer les recettes de l'État. Ça pourrait diminuer les recettes de l'État. Ok? Mais même Mukoko Samba l'a dit clairement, nous avons accepté de perdre. C'est une mesure conjoncturelle alors. Oui. C'est pour un temps. Oui, c'est pour un temps. C'est pour combien de temps? On ne sait pas. C'est pour un voilà temps. Pourquoi moi j'ai toujours dit au problème conjoncturel, il y a un décret. Pas de solution. Ça peut prendre une année. Pas de solutions populistes. Cherchons des solutions aux vrais problèmes que nous avons. Commençons à produire. Soyons nous-mêmes producteurs et vendons nos propres produits dans notre propre marché. J'y arrive. La conséquence dans ce cas-là pour être laquelle? L'État peut augmenter l'impôt sur des taxes plutôt sur d'autres activités, et cela va encore retomber une fois de plus sur la population. Donc je crois que les gouvernants comme la bière, par exemple, la boisson, on vous donne à manger, mais ici les taxes augmentent. Je crois que le gouvernement veillera à ce que tous ces paramètres-là soient bien étudiés pour que ces mesures ne soient pas contre-productives. Alors l'agriculture, on l'a toujours dit, les grandes puissances mondiales sont avant tout des puissances agricoles. Sont des puissances agricoles. Aujourd'hui, en Ukraine, malgré la guerre, par exemple, on continue à produire. Et tout le monde, et toute la diplomatie... Les États-Unis, le maïs, la Russie, le blé... Oui. Et toute la diplomatie, parfois, en Ukraine, par exemple... Les Pays-Bas est connu pour son lait. Idem la Suisse, pour ne pas citer leurs grandes marques, ici, pour ne pas faire la publicité. Vous avez des pays comme la Hollande, la Suisse, l'Ukraine, la Russie. Vous avez la France, vous avez la Chine, hein? Oui. J'avais cité la Chine. Hein? Oui. Et donc, le Brésil, ce sont des grands pays agricoles dont l'économie
est bâtie sur l'agriculture. Donc, leur économie ont pour soubassement l'agriculture. Et ils vendent beaucoup à l'extérieur et ça fait monter leurs économies. Et en Afrique, vous trouvez des pays pareils. Il y en a. Aujourd'hui, sur les marchés, vous allez trouver des produits, on dit made in Mozambique. Il y a le lait que nous consommons, ça vient du Mozambique. Il y a l'Angola voisin ici qui commence à nous vendre les J. Et pourtant, nous avons des mangues, nous-mêmes, nous pouvons transformer ça et vendre. Alors, donc, on va terminer. Et donc, il faut un investissement assez colossal dans l'agriculture. À un certain moment, le ministre de l'Agriculture réclamait 100 millions de dollars, sans pour autant dire exactement à quoi cela devait servir. Donner les les tracteurs et aller donner aux musiciens. Oui, mais je connais un célèbre musicien à qui on avait remis 6 tracteurs. Et ça se trouve abandonné dans sa ferme quelque part à Kassangoulou. Seulement, il ne faut pas reproduire. Il ne nous a jamais dit que non, j'ai produit autant de tonnes de maïs. D'accord. Il ne faut pas reproduire, comment ça s'appelle encore, ce qui avait été fait avec Bukangalozo. Voilà. Il ne faudrait surtout pas reproduire Bukangalozo dans son état d'aujourd'hui. Je crois que l'idée au départ, elle était bonne. Je crois qu'il faudra appuyer effectivement les producteurs locaux, en leur donnant des outils nécessaires, en leur donnant des subventions. Tout à l'heure, on a parlé de locaux qui peuvent être mis en difficulté par rapport à l'allègement des taxes pour les importateurs. Je crois que pour les producteurs locaux des aliments, il faut des subventions. Il y a aussi des routes de dessert agricole. Et aussi justement... Non seulement ça, il faut leur faciliter la tâche en enlevant la multiplicité des barrières et des services non autorisés le long de toutes les routes nationales, là, RN1, RN2, RN6, RN5. La multiplicité des barrières. C'est ce qui fait qu'un sac de braise peut concerner tout le monde, puisque lorsqu'on importe la marchandise, elle n'arrive pas directement au point de consommation. Ça peut arriver par exemple à Boma, Mwanda et tout, et puis ça va prendre la route. Et c'est justement aussi sur certaines de ces taxes-là que le gouvernement a décidé d'en supprimer certains pour les importateurs. Par exemple, pour la route, c'est 0,68 $, je crois, que l'État a dit, bon, on va mettre une croix là-dessus. Donc, ça concerne également les importateurs, tout comme les locaux. D'accord. Dans mon mat, Dieudonné Bonali, merci pour vos interventions, vos analyses sur ces différents sujets que nous avons abordés aujourd'hui. Le développement de la ville-province de Kinshasa, capitale la République démocratique du Congo et les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement suminois en rapport avec la paye des agents publics et fonctionnaires de l'État, ainsi que l'exécution du budget d'investissement dans de grands projets de développement. Mesdames et messieurs, voilà, c'est la fin de Géopresse. Je dis d'abord infiniment merci à l'équipe l'équipe technique qui nous a accompagnés et aussi merci à vos fidèles téléspectateurs pour votre aimable attention. Nous vous reviendrons avec d'autres sujets intéressants et à la prochaine.